Le génie cruel. Avant que le jour ne se lève, Dinarzade alla réveiller sa sœur, la sultane Scheherazade, et lui demanda en ces mots. Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie de me raconter une de ces histoires dont vous avez le secret. Scheherazade vérifia que son mari, le sultan, les écoutait, car s'il n'était pas captivé par ses contes matinaux, il la ferait tuer. Elle commença alors. Il était une fois un prince déchu, perdu dans un pays hostile, qui était obligé de se faire passer pour un humble bûcheron pour éviter d'être démasqué. C'était en effet bien dommage, car ce prince était un maître du verbe, de la poésie et de l'écriture. Mais il ne pouvait pas gagner sa vie avec ses talents sans être reconnu comme un homme de haut rang et être repéré par ses ennemis. Un jour qu'il ramassait du bois à brûler, il trouva sous les herbes et les branches mortes un anneau en argent accroché à une trappe en argent finement ornée. Curieux, il souleva la trappe et vit qu'en dessous il y avait un escalier qui s'enfonçait profondément sous terre. Pénétrant par ce passage, le prince se trouva dans un palais somptueux, digne d'un sultan. La seule chose qui rappelait que l'on se trouvait en sous-sol étaient les décors ensoleillés qui étaient seulement peints sur les fenêtres murées. Une noble dame arriva alors de la pièce voisine et se présenta. Heureuse d'avoir un visiteur à qui expliquer son malheur, elle raconta ceci. « Voici 25 ans que je vis sous terre et le ciel me manque tant. J'ai été enlevée par un mauvais génie qui était fasciné par ma beauté. Heureusement, il vient me voir seulement une fois tous les 10 jours, pour éviter que sa femme ne se rende compte de mon existence. Oh, mais je me sens tellement seule. Je vous prie de me tenir compagnie jusqu'à la veille de la venue du génie dans 4 jours. » Se sentant désolé du sort de la malheureuse, le prince accepta. Il vécut ainsi quelques jours dans le palais, et ceux-ci suffirent pour qu'une affection certaine se développe entre les deux nobles. La veille de la venue du génie, le prince ne voulait pas déjà partir. Il avait vécu des journées mémorables dans ce palais souterrain accompagné de cette femme exceptionnelle. Le soir venu, ils avaient tous deux du mal à se séparer et buvaient ensemble de l'excellent vin venant de la réserve. Ils avaient d'ailleurs peut-être trop bu et ils étaient ivres. L'homme maudissait ouvertement le génie et sa cruauté. Il jura de le tuer d'une façon ou d'une autre avant de s'endormir. Le prince fut réveillé en sursaut par la dame qui le secouait. « Vite, le génie va bientôt arriver, tu dois partir !» Ayant perdu le courage que lui avait donné l'alcool, il dit au revoir à la noble femme et sortit en vitesse par la trappe d'argent, sans se rendre compte qu'il avait laissé sa hache derrière lui. Ce n'est qu'après 1 heure de marche, à l'heure de retour à la ville, qu'il découvrit cette terrible erreur. Il songea à faire demi-tour, mais alors qu'il tournait un coin de rue, il se retrouva nez à nez avec un vieil homme qui l'interpella. Pensant avoir affaire à un mendiant, le prince chercha une pièce dans sa bourse, mais le vieil homme la refusa. À la place, il sortit de sous son manteau la hache du prince. « N'auriez-vous pas oublié ceci ?» demanda l'inconnu. Ce vieil homme était bien entendu le mauvais génie déguisé. Il posa une main sur l'épaule de son interlocuteur et l'emporta soudainement dans les cieux. Ils volaient plus vite que n'importe quel oiseau, et ils étaient si hauts qu'ils dépassaient les nuages. Le génie avait repris son apparence de mauvais esprit, et l'homme n'eut pas le temps d'être effrayé par l'altitude, car le génie plongea d'un coup vers le sol en l'emportant. Au lieu de s'écraser, ils traversèrent tous deux la terre ferme et se retrouvèrent dans le palais souterrain. Le prince s'écroula alors sur le sol en tremblant. Quand il eut retrouvé la force de lever la tête, il vit la noble femme, victime du génie, battue à la limite de la mort.
Le génie approcha la femme et lui dit « Est-ce là votre amant ?» Les yeux remplis de larmes, elle répondit « Je ne connais pas cet homme, et je n'ai aucune faute à me reprocher. »« Si vous ne le connaissez pas, prouvez-le-moi, » répondit l'être maléfique. « Prenez ce sabre et tranchez-lui la tête. »« Vous êtes fou. Pourquoi tuerais-je un inconnu, un innocent ?» Ne semblant pas comprendre cette logique, le génie se tourna vers le prince et lui dit « Est-ce là votre amante ?» Accordant son histoire sur celle de la femme, l'homme assura qu'il ne l'avait jamais rencontrée et se prépara à refuser à son tour de la tuer. Mais le génie avait une autre idée. « Si vous ne la connaissez pas, vous n'aurez aucune raison de m'empêcher de lui trancher la tête. » À ces mots, il s'avança vers la pauvre femme, le sabre à la main. Le prince sauta et s'interposa entre les deux au moment où le génie portait son coup. Hélas, l'arme magique connaissait sa cible. Elle traversa le corps de l'homme sans lui laisser la moindre trace, mais ne manqua pas le cou de sa victime dont la tête roula par terre. Avant que le prince n'eût le temps de verser une larme, le génie posa à nouveau sa main sur son épaule et s'envola à travers la terre et à travers les airs. Le mauvais esprit dit « J'ai d'autres plans pour toi. Tu mérites pire que la mort. Je vais te donner une apparence vile et te laisser regretter des années durant ta vie humaine. » Il lâcha alors le prince, qui tomba dans la mer, manquant de peu de se noyer. Heureusement, un bateau passait justement par là, mais quand le prince tendit le bras pour attraper un cordage qui pendait de l'embarcation, il vit que ce n'était pas une main d'homme, mais une main de singe qui se trouvait devant lui. Quand les matelots virent cet animal monter sur leur embarcation, la plupart prirent peur et craignirent un mauvais présage. Cependant, quand le chef des marchands à qui appartenait le bateau vit le singe se prosterner bien bas, comme un homme qui demande la clémence, il dit au marin « Que personne ne touche à cet animal. Tout m'indique qu'il est sans danger et très intelligent. Je compte bien le garder avec moi. » C'est ainsi que pendant 5 années, le prince vécut sous cette forme. Il était heureusement bien traité par le marchand, mais il pleurait malgré tout chaque jour sa vie d'autrefois. Un beau matin, le marchand apportait des biens exotiques au palais du sultan lui-même. En discutant avec le grand vizir de choses et d'autres, il apprit que le seigneur de ce lieu était à la recherche d'un nouveau scribe. Si lui ou l'un de ses hommes pouvait montrer qu'ils avaient une écriture exceptionnelle, il obtiendrait une place confortable à la cour. Tous s'y essayèrent, mais aucun n'avait les qualités nécessaires. C'est alors que le singe, à la surprise de tous, s'empara du pinceau et prit une pose experte devant la feuille de papier. Le vizir, pensant qu'il allait abîmer les instruments, s'apprêta à le punir, mais le marchand lui fit signe d'attendre, se portant garant de son animal. Le singe écrivit alors un poème arabe avec la plus belle écriture qu'il soit. Ce prodige fit le tour du palais en un rien de temps et le maître des lieux insista pour rencontrer ce singe savant. Le prince, transformé en animal, fut donc emmené devant le sultan, sa fille et le chef des eunuques, qui était leur garde du corps. Non seulement l'homme maudit leur montra son talent de scribe, mais il écrivit aussi toute son histoire devant l'assistance médusée. Le sultan prit à cœur d'aider ce malheureux victime d'un mauvais sort et se demanda ce qu'il pouvait faire pour lui. La fille du seigneur prit alors la parole. « Mon père, l'histoire de ce prince m'a ému aux larmes. Je pense maintenant à lui comme à un frère, et je pleure la pauvre femme qui a succombé sous les coups de ce cruel génie. Vous savez que j'ai été instruite dans les arts magiques et que je pourrais déplacer votre palais entier au milieu de l'océan si je le souhaitais. Ce pouvoir m'a été donné par Dieu pour une raison précise. Je vous prie de me laisser confronter seul ce mauvais esprit pour que ses victimes soient vengées une fois pour toutes. »
Le cœur lourd, le sultan accepta la demande de sa fille, même s'il savait le danger auquel elle s'exposait. Dès le soir tombé, le sultan, sa fille, le vizir, le chef des eunuques et le singe se rendirent dans la cour du palais pour réaliser un rituel pour conjurer le génie. La magicienne décrivit un grand cercle dans le sable et traça par terre des caractères étranges en arabe ancien, ceux que l'on appelle les caractères de Cléopâtre. Elle se plaça ensuite au centre du cercle et appela le génie par son nom secret, que le prince avait appris des années plus tôt de la bouche de la femme qu'il aimait. Le ciel se couvrit alors de nuages noirs qui tournoyaient autour d'un point précis. Au centre du typhon se trouvait le cruel génie, enragé d'être ainsi dérangé. Tous étaient paralysés de peur, sauf la fille du sultan qui lança un regard de défi. Quand il eut posé le pied sur le sol, le génie prit l'apparence d'un lion et avança sans hésiter sur son ennemi. La magicienne fit un pas en arrière, s'arracha 2 cheveux et les transforma en glaive. Avant qu'il n'eût le temps de l'atteindre, elle trancha le lion en 3 morceaux. 2 de ces morceaux disparurent en fumée. Pouf! Mais la tête du lion se transforma alors en scorpion géant. La magicienne, elle, se transforma en serpent et enserra le scorpion dans son corps. Se sentant désavantagé, le scorpion se changea en vautour et s'envola. Le serpent devint alors un aigle qui partit à sa poursuite. Peu de temps après, tous 2 plongèrent et traversèrent le sol. C'est alors que la cour du palais s'ouvrit en 2. Le vizir chuta dans le trou et ne fut plus jamais revu. De la crevasse, un chat blanc sortit, poursuivi par un énorme loup noir. Le chat, voyant un fruit au sol, une grenade tombée d'un grenadier, se transforma en ver et plongea à l'intérieur. La grenade enfla et enfla jusqu'à atteindre la taille d'une citrouille. Elle explosa alors, semant des graines partout. Le loup se transforma soudain en coq, qui se précipita pour dévorer toutes les graines de grenade. Une fois que ce fut fait, la fille du sultan fut certaine d'avoir dévoré le génie. Elle reprit son apparence humaine et lança au prince changé en singe un sourire victorieux. Hélas, elle avait manqué un grain de grenade qui avait roulé plus loin. Celui-ci se transforma en génie. Le mauvais esprit prit une grande inspiration et cracha un tourbillon de flammes en direction des spectateurs. Le chef des eunuques fut consumé sur place, mais avant que le feu n'atteigne le sultan et le singe, la magicienne apparut devant eux et cracha elle-même un feu bleu qui enveloppa les flammes du génie, puis le génie lui-même. Le mauvais esprit fut consumé sur place et périt ainsi. Visiblement ébranlée par ce combat, la fille du sultan demanda un verre d'eau. Elle psalmodia quelques mots magiques dans le récipient, puis jeta l'eau au visage du singe en disant « Si tu es singe par enchantement, change de figure et prends celle de l'homme que tu étais auparavant. » Le prince, dépassé par tous ces événements, retrouva alors son apparence. Fou de joie, il voulut remercier la magicienne, mais celle-ci était étendue dans les bras du sultan. Elle dit « Désolé, ô Seigneur mon père, je pensais avoir eu raison du génie en mangeant les graines de grenade, mais j'en ai manqué une. À cause de cette erreur, j'ai été obligé d'utiliser le feu magique auquel nul mortel ne peut survivre. Je suis heureuse d'avoir pu effacer un mal de ce monde, mais je dois maintenant vous dire adieu. » Sur ces mots, son corps se transforma en cendre. Le sultan et le prince pleurèrent celle qu'ils avaient sauvée. Le prince fut même tellement honteux d'avoir provoqué sa mort qu'il se rasa le crâne et les sourcils pour devenir Calender, un de ces derviches qui fait vœu de pauvreté. C'est sous cette apparence qu'il parcourut ensuite le pays pour se rendre jusqu'à Bagdad. C'est alors que Scheherazade vit que le soleil se levait et dit à sa sœur « Hélas, le jour est levé,
et il ne m'est plus permis de continuer. Je vous raconterai la suite demain, si monseigneur le sultan accepte de me laisser la vie un jour de plus.